Merci d'avoir choisi de regarder ou d'écouter le bonus de l'épisode 337. Et oui, parce qu'on a toujours des petits trucs en plus à raconter. On n'a que 15 minutes pour vous raconter les petites choses en plus. Je pense que 15 minutes, cette semaine, les 15 minutes suffiront largement. On a toujours David avec nous, et puis également Sébastien, qui ont gardé sous le coude, on peut le dire, quelques petites news dont ils avaient encore envie de parler. On va commencer avec David. On va parler de la carte RTX 4090 de Nvidia, j'imagine, forcément. Qu'est-ce qu'elle a, cette carte ? Elle bat des records, mais des records inattendus, quelque part. Ou attendus. Oh, inattendu, attendu, on s'y attendait. Voilà. Moi, je m'y attendais. Parce que c'est un petit peu ce qui se passe avec les cartes graphiques depuis un certain temps, c'est qu'à chaque nouvelle génération, il faut plus de watts, il faut une plus grosse alimentation, il faut plus de connecteurs, parce que les connecteurs chauffe de trop si on fait passer autant d'ampères dans un petit fil. Donc il faut au début il fallait un connecteur externe de 4 pins, puis ça a été 6, puis ça a été 2 de 4, puis ça a été 1 de 6 plus 1 de 4, maintenant c'est 2 de 6, et si on parle que ça pourrait être trois connecteurs de 6 d'alimentation externe. Et apparemment, d'après les... Pour les boîtiers, pour les nappes de câbles qu'on a là-dedans maintenant, on a l'impression d'être chez les pompiers quasiment, tu vois. Et donc, du coup, il faut des boîtiers de plus en plus gros, ou en tout cas avec de l'espace pour pouvoir brancher ces foutus connecteurs, parce que c'est des grosses nappes qui se plient pas facilement. Enfin, c'est quand même très contraignant, il faut bien le dire, oui. Et donc, d'après les rumeurs, la nouvelle carte GeForce RTX 4090 ou 4090 pour les Français, qui devrait sortir possiblement en courant de cette année-ci, aurait une enveloppe thermique spécifiée de 600 watts, ce qui est absolument monstrueux pour une carte graphique, ce qui veut dire que le PC doit avoir idéalement une alimentation qui est capable de sortir 1,2 kW, parce que il faut aussi alimenter le processeur. Les processeurs Intel, maintenant en génération 12, ils peuvent monter 300 watts en pointe, c'est aussi des monstres. On chauffe une maison en hiver, sauf qu'ici il n'y a pas d'hiver, donc moi ça ne m'arrange pas. Donc voilà, c'est la course au watt, ce qui est un petit peu triste quand on voit d'un autre côté qu'on essaie de faire des économies d'énergie, mais c'est le prix à payer pour avoir de tels monstres de calcul qui vont devoir refroidir par des solutions de refroidissement liquide. À mon avis, on en est déjà là pour les processeurs Intel. On ne sait pas les utiliser sans qu'ils ralentissent sans refroidissement liquide. Les cartes graphiques, il y a aussi des kits avec déjà un radiateur pour mettre dans le système de cooling liquide. Donc Ouais. C'est pas le but d'un bonus de rentrer dans des grands débats, mais est-ce que la solution, à un moment donné, à puissance comparée, est-ce qu'elle ne viendrait pas d'une architecture ARM, par exemple, du genre du processeur M1 et éventuellement de son évolution future chez Apple, où on parle quand même pour un MacBook Pro, une architecture à plus de 60 cœurs, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est la rumeur qui court, et qui, on le sait, c'est une architecture nettement moins énergivore. Donc, est-ce que la solution, ce serait pas de ce côté-là, où je dis n'importe quoi, et à ce moment-là, on passe à autre chose? Je ne pense pas ici, dans le sens qu'ici, c'est des cartes graphiques ultra haut de gamme, et maintenant, Nvidia pousse toutes les technologies des Tensor Core, qui sont ces cœurs qui permettent de faire de l'intelligence artificielle en temps réel. Ici, on parle pour la 4090, on parle de plus de 18 000 cœurs à l'intérieur. Donc voilà, il y a un moment, on ne sait pas faire de miracle. Si on veut augmenter en puissance et avoir les performances de ce qui était des machines qui faisaient des pièces complètes, 600 watts, c'est pas monstrueux quand on pense que les mini-ordinateurs d'il y a 50 ans, ils consommaient 50 kilowatts. Voilà. Ok, bon. Et ça sera chez Monsieur Tout-le-Monde. Et ce sera chez Monsieur Tout-le-Monde, effectivement. On va remonter le temps, quelques instants, jusqu'en 1995. Rappelez-vous, c'était l'époque merveilleuse où sortait Windows
95. Du même nom. 95. Mais le Windows de 95 ou de 95, est-il capable de supporter le web de 2022 Sébastien, c'est la question qu'on peut se poser. La réponse est partiellement. Il y a un monsieur qui a beaucoup trop de temps, beaucoup d'imagination et un peu de talent technique qui a enregistré une vidéo en temps réel, donc non accélérée ni coupée, qui montre ce que c'est que booter un PC de l'époque, avec tout le bruit qui va avec. Vous savez, vous souvenez du check des disques, des disquettes, le comptage de la mémoire, le firmware, enfin bref. Le temps de démarrer Windows 95, alors ça prend une plombe, on n'a plus l'habitude. Maintenant, on appuie sur son bouton, pouf, le truc démarre ou se réveille. Ensuite, il utilise le modem pour se connecter sur un ISP. Alors là, il avait plus d'ISP, donc il a dû bricoler un serveur qui fait le pont sur une connexion internet câble normale, parce qu'il y a plus personne à qui on peut appeler avec un modem. En tout cas, c'est pas très courant en tout cas. Ce pont sur une connexion câblée, il l'a limité à 31K par seconde. C'était la vitesse qu'on avait sur un petit modem US Robotics à l'époque. Et puis il utilise les logiciels de l'époque, donc Internet Explorer 5, Netscape Communicator 4.8, s'il vous plaît, pour essayer de naviguer sur des sites web et de voir quelle est l'expérience si on devait aller sur des sites web. Il essaye Wikipédia, il essaye XKCD, le site web des petites blagues là avec quelques dessins. Première surprise, c'est que tous ces sites web là déjà ils ne marchent pas. Parce que le protocole SSL TLS a évolué et donc le navigateur n'a pas évolué, c'est toujours le Netscape 4.8 de l'époque, et donc ils n'arrivent pas à négocier une séquence de chiffrement, négocier le protocole, et donc le navigateur arrête avec un message d'erreur qui dit il n'y a pas moyen de se connecter à ce site web là. Il y a très peu de sites, bizarrement Google.com accepte encore la connexion avec ces vieux protocoles de chiffrement, mais c'est le seul qu'il ait trouvé qui fonctionne encore. Le reste de l'internet aujourd'hui est en HTTPS sur TLS 1.2. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé un proxy, et donc il a configuré son Netscape pour parler à un proxy. Le proxy fait la connexion HTTPS moderne pour ramener le contenu, HTML, CSS, etc., et renvoie l'HTML au navigateur. Et là, deuxième surprise, c'est que l'HTML d'il y a 20 ans, c'est pas l'HTML de maintenant. À l'époque, il n'y avait pas de CSS, où c'était balbutiant. Il y avait quasiment pas de JavaScript, où c'était balbutiant également. Donc la plupart des sites web ne rendent pas, on a le texte qui s'affiche, oui, mais il n'y a pas de layout, il n'y a pas de jolies images et de trucs comme ça. Et tous les comportements dynamiques dans une page web, genre on tape le début de la recherche sur Google, il y a une liste de suggestions qui s'affiche, tout ça, ça n'existe pas. On est vraiment retour 20 ans en arrière, un peu plus, 27 ans en arrière. Ça prend une plombe, c'est plusieurs minutes pour charger la page de Wikipédia. Tout est lent. Il a téléchargé, il a été sur un repo FTP pour télécharger un petit utilitaire 620K, hein, je parle en kilobits ici, 3 minutes et demie pour télécharger son utilitaire. Voilà. Si vous êtes plus jeune, que vous n'avez pas vécu ça, voilà, c'est comme ça que nous on faisait Internet quand nous étions jeunes, il y a 27 ans. Voilà, et vous comprendrez pourquoi on a des problèmes de dos, parce que assis très longtemps devant un ordinateur, voilà, pourquoi on a mal mangé aussi, souvent froid. La vidéo dure un peu plus de 20 minutes, j'ai pris le temps de la regarder en détail, en entier, et en entier. À mon avis, il y a peu de gens qui feront ça parce qu'on passe son temps à attendre. Je vais pas parler de nostalgie parce qu'on peut pas être nostalgique de cette époque, mais en même temps, moi, je suis content de l'avoir vécu, mais au-delà de ça, quand on voit les anciens écrans et même les noms de fichiers, tu vois, quand tu vois, Netscape 6.exe, c'est des choses qu'on a tous eu sur nos disques durs à un moment donné à essayer. Je voyais justement le Netscape fonctionner et on voit je trouve que ça m'a le splash, l'image d'ouverture de Netscape avec le phare. Et alors le petit comment ça s'appelle une petite barre de progression en bas. Oui, et puis la petite barre de progression en bas à gauche où il t'indique qu'effectivement tu es déjà en train d'interroger combien de fois on ne l'a pas jeté un œil sur cette petite barre de progression qui a priori c'était un gif animé, mais mais qui t'indique que en fait tu es bien en train d'interroger le serveur et tu n'attends pas pour rien. C'est parce que finalement c'était ça l'idée, c'était de dire aux gens attendez, ça va venir. On en a plus besoin aujourd'hui. On n'a plus besoin de ce genre d'outils aujourd'hui. C'est rigolo. Donc il faut être reconnaissant envers l'ensemble de technologies qui ont évolué et reconnaître quand même que les choses ont énormément changé en 20 ans, même si on s'en rend pas compte au quotidien.
On s'en rend pas compte non plus, mais le temps passe et comme nous n'avons au total que 15 minutes, il n'en reste que 5 pour parler par exemple, David, de la Shield qui a reçu un upgrade vers Android 11. Ça s'est pas super bien passé, il faut bien le reconnaître. Voilà, Nvidia qui était pourtant tellement Nvidia encore, oui bon je sais, je parle que d'eux. Deux sujets ici et non mais pas de souci, vas-y continue parce que le temps tourne. Le temps tourne. Donc voilà, Nvidia qui était félicité justement pour mettre à jour le firmware de leur Shield TV, leur boîte Shield TV, qui est du matériel qui a parfois jusqu'à 5 ans, qui était sorti, je pense que c'était sous Android 6. Ils ont fait des mises à jour, ils ont continué à supporter leur matériel et maintenant ont sorti une mise à jour vers Android 11 avec toutes de nouvelles fonctionnalités, mais malheureusement qui ont eu le rapport de bugs avec, dont le plus gros bug est le serveur Plex, qui est le serveur média, qui était justement un des atouts de la Shield TV, qui ne fonctionne plus, qui est en panne. Nvidia, à sa défense, avait très bien testé le serveur Plex, ça fonctionnait très bien, mais Plex en parallèle a fait un update de son API et qui a fait que la mise à jour du Plex et la mise à jour du firmware de Nvidia fait que ensemble, c'était cassé quand c'est sorti grand public. Donc pas mal de gens sont un petit peu mécontents malgré la bonne idée de donner des nouvelles fonctionnalités, de continuer à faire vivre une plateforme qui a 5 ans. Et ils sont en train de travailler très activement, Nvidia et Plex, pour réparer le problème dans le plus court délai. Ouais, il y a tout un débat parce qu'on se demande quel est encore l'intérêt aujourd'hui d'Android TV. On parle de plus en plus de Google TV à gauche, à droite, donc ça mériterait qu'un jour on se penche sur cette chose-là aussi, parce que voilà, c'est toute une philosophie aussi. Donc voilà. Il nous reste 2 minutes 30 pour parler de quoi d'autre, Sébastien. On peut parler largement assez. Largement assez pour parler du méta, mais le métavers pour les vaches. J'aurais pu faire un jeu de mots, je l'ai loupé, je m'en veux. Le méta se met au vert. Le méta se met à la campagne. Tout le monde le sait, les vaches qui sont heureuses, détendues et d'or font du lait de meilleure qualité que les vaches qui vivent à l'intérieur. Et donc, quid si nous pouvions apporter le bonheur des montagnes extérieures aux vaches qui sont à l'intérieur? Eh bien, c'est ce qu'un architecte, un agriculteur turc a pensé en achetant et en mettant à ces vaches des casques de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Alors je sais pas quelle marque il a choisi, mais enfin les gros trucs qu'on met pour jouer à de la VR, et leur diffuser ainsi des images de verts pâturage et mettre des sons également dans les tables qui leur fait penser qu'elles sont ou de taureaux. De taureaux, oui. Ce que j'adore, c'est que c'est un par œil. Oui, c'est trop petit le casque pour mettre sur une tête bovine. Et il paraît que le résultat est là, que les vaches produisent plus et de meilleure qualité, plus de lait et de meilleure qualité, c'est QFD. Il faut équiper tous les animaux d'élevage de casques de réalité augmentée. Vous voyez, 2 minutes, ça suffisait largement pour parler de ça. C'était sur Twitter, je l'ai pas vu passer ailleurs que sur Twitter. On met le lien dans les notes du podcast. Oui, je voulais voir les photos. Je ne sais plus, moi je l'avais partagé entre nous, et donc forcément, si je l'ai partagé entre nous, ça a dû être aussi partagé sur Twitter par le compte des Technos, puisque je le rappelle, j'en profite vite fait, le compte des Technos ainsi que le groupe des Technos sur Facebook diffuse nos partages de connaissances. Quand on trouve un article intéressant, on se le partage entre nous, et bien en même temps on le partage à l'ensemble de nos followers. Donc si vous voulez être comme nous, un peu en veille permanente, n'hésitez pas à suivre soit notre compte Twitter, soit notre groupe Facebook, et vous serez logé à la même enseigne que ces deux chroniqueurs-ci, et vous pourrez voir vous aussi ce qui est partagé entre nous. Merci en tout cas à tous les deux. Merci David. On va attendre un petit peu maintenant avant de voir David, parce qu'on l'a vu beaucoup fin de l'année passée, début de cette année-ci, et voilà, donc on se reverra, il n'y a pas de souci. Je vais hiverner. Voilà, il va hiverner. Merci David, merci Sébastien, et on se dit à bientôt. À très bientôt. Au revoir.